Quand on pense à Charles de Gaulle, on pense tout de suite à la force, à la certitude. C'est l'image d'Épinal de la France qui résiste, non? Et pourtant, au cœur de son héritage, il y a un paradoxe immense, une véritable énigme qui a littéralement déchiré le pays. Son rôle dans la guerre d'Algérie. Ah, cette phrase, je vous ai compris. Tout le monde la connaît. Lancée à la foule en délire à Alger en 1958, ça sonnait vraiment comme une promesse, hein. La promesse que l'Algérie resterait française. Sauf que, 4 ans plus tard, eh bien l'Algérie est indépendante. Alors comment on explique un virage à 180 degrés comme ça? Est-ce que c'était juste un homme politique qui s'adapte aux événements ou est-ce que c'était autre chose, de bien plus calculé? Et c'est exactement ça, la question au cœur de notre exploration aujourd'hui. On va se pencher sur une thèse, disons-le, assez provocatrice, celle de l'historien Henri-Christian Giraud. Et attention, parce que sa thèse, elle ne fait pas que nuancer l'histoire officielle, elle la fait voler en éclats. Elle remet en question absolument tout ce qu'on pensait savoir sur la gestion de la crise algérienne par De Gaulle. Alors, avant de plonger dans cette théorie un peu explosive, posons les bases. Juste pour être sûr qu'on parte tous du même point. Revenons sur le récit que, globalement, tout le monde connaît. La version officielle, si on veut. Voilà, la vision la plus classique, c'est celle-là. On se base sur les faits, les discours, ce qui est public. En 58, la France est au bord de la guerre civile. On rappelle De Gaulle en sauveur. Et là, face à une situation complètement explosive, il a l'air de jouer sur 2 tableaux. D'abord, il rassure le camp de l'Algérie française. Et puis, petit à petit, il se rend compte de la réalité du terrain, du coût de la guerre, et il pivote. Il commence à parler d'autodétermination. Bref, ce serait l'histoire d'un leader pragmatique, qui s'adapte à une situation qui lui échappe. Une réalité inévitable en somme. Ok, ça c'est la version A. Maintenant, accrochez-vous, on passe à la version B, la contre-narration, celle d'Henri-Christian Giraud. Et là, c'est une autre histoire, une histoire explosive, car la question qu'il pose c'est « Et si De Gaulle n'avait en fait jamais hésité? Et si depuis le tout début, il avait un plan secret ?» Le cœur de l'argument de Giraud, c'est ça. Toute cette indécision apparente de Gaulle, ses discours ambigus, ce n'était qu'une façade, une mise en scène, une tromperie absolument magistrale. Une stratégie politique dont le but était fixé depuis le début et qui n'a jamais changé, l'indépendance de l'Algérie. Alors évidemment, Giraud ne sort pas ça de son chapeau. Il s'appuie sur des indices, et certains sont assez troublants. Prenez celui-ci, le célèbre démographe Alfred Sauvy raconte avoir entendu De Gaulle lui-même utiliser le mot « abandon » en parlant de l'Algérie. Et ça, c'était en 1954, c'est-à-dire bien avant son retour au pouvoir, avant même que la guerre ne commence vraiment. Donc si on suit Giraud, toute la stratégie de Gaulle, c'est un jeu de dupes. Chaque action publique cache en réalité une intention secrète. Par exemple, il nomme Michel Debré Premier ministre. Debré, c'est un défenseur acharné de l'Algérie française. Eh bien pour Giraud, c'est un coup de génie. C'est un écran de fumée parfait, un leurre pour endormir la méfiance de son propre camp, pendant que lui, en coulisses, il avance ses pions. Et on arrive là au point crucial de cette thèse. Pour réussir son coup, pour briser ce front très puissant des partisans de l'Algérie française, De Gaulle ne pouvait pas juste arriver et dire « Bon, voilà mon plan, on s'en va ». Non, c'était impossible. Il devait faire imploser le système de l'intérieur. Il devait orchestrer une crise. Et cette phrase, rapportée par Marcel Julien, elle fait froid dans le dos, non? La solution passe par la tragédie. Ce qui est fou ici, c'est le calcul. Ça suggère que pour De Gaulle, une confrontation, même dramatique, même douloureuse, ce n'était pas un risque à éviter à tout prix. C'était une étape. Une étape nécessaire dans sa stratégie. Et cette fameuse tragédie nécessaire, elle avait une cible bien précise. Pas une personne, mais un bloc. L'alliance quasi fusionnelle entre l'armée et les Pieds Noirs. Et ce bloc, il était incarné par un seul homme, une véritable icône, le général Massu, le vainqueur de la bataille d'Alger. La logique est simple, pour briser l'alliance, il fallait faire tomber son symbole. Et là, Giraud décrit une opération qui ressemble à un roman d'espionnage, qu'il appelle l'opération Massu. Tout est fait pour pousser Massu, connu pour son franc-parler, à la faute. Et cette interview explosive qui va paraître, ce n'est pas un accident. C'est le prétexte parfait, celui qu'on attendait. Environ Massu, De Gaulle ne se débarrasse pas juste d'un général un peu trop bavard. Non. Il fait sauter le ciment de l'alliance armée-colon. Il déclenche la crise. La fameuse crise qu'il jugeait indispensable pour dérouler son plan. La question, c'est mais pourquoi? Pourquoi aller si loin? Pourquoi prendre des risques pareils? Orchestrer une manipulation de ce niveau? Eh bien, selon Giraud, la réponse, il ne faut pas la chercher en Algérie, il faut la chercher dans la tête de Gaulle. Au cœur de son idéologie, le gaullisme et sa fameuse certaine idée de la France. Alors, le gaullisme, qu'est-ce que c'est, au fond? En quelques mots, c'est une vision du monde où la France n'est pas une puissance moyenne. Elle doit jouer un rôle de premier plan. Mais surtout,
de manière indépendante, sans être l'allié soumise de qui que ce soit. Et voilà le pivot de toute la thèse de Giraud. Dans cette perspective gaulliste, l'Algérie, ce n'est plus un atout, un joyau de l'Empire. C'est devenu un boulet, un fardeau, une guerre coloniale qui ne finit jamais, qui coûte une fortune en argent et en vie, qui abîme l'image de la France et qui l'empêche de jouer son vrai rôle dans le monde, celui de grande puissance indépendante et souveraine. Et c'est vrai que quand on met ça en perspective avec ces autres grandes décisions, la thèse devient redoutablement cohérente. Le développement de la bombe atomique, le retrait du commandement intégré de l'OTAN, le non à l'entrée des Britanniques dans le marché commun, toutes ces actions, elles vont dans le même sens, elles servent un seul but, l'indépendance et la souveraineté nationale. Et si on suit cette logique, alors oui, l'abandon de l'Algérie, ce n'est plus une défaite, ça devient la condition indispensable, la condition sine qua non, pour que cette politique de grandeur puisse exister. Forcément, cette relecture de l'histoire, ça nous oblige à tout réévaluer. On n'est plus du tout face au même personnage. La frontière entre le grand homme d'État pragmatique et le guerrier politique, prêt à tout, devient tout à coup très très floue. On se retrouve face à une sorte de double visage. D'un côté, on a l'homme d'État, celui qui a modernisé la France, qui a mis fin à une guerre sans issue. Et de l'autre, on a le stratège machiavélique. Celui qui, si on en croit Giraud, a menti à son armée, a trahi les Français d'Algérie qui lui faisaient confiance et qui a sciemment provoqué une tragédie nationale pour atteindre son objectif. Et là, on touche à la conclusion la plus dure, la plus dérangeante de cette thèse. Giraud suggère que le coût humain effroyable de cette indépendance, je pense au massacre des Harkis, à l'exode des Pieds Noirs, tout ça, ce n'était pas une conséquence malheureuse et imprévue. C'était un dommage collatéral qui était accepté d'avance, le prix à payer en quelque sorte pour sa vision de la grandeur de la France. Au final, cette analyse nous laisse avec une question qui est bien plus large que le seul cas de Gaulle et de l'Algérie. C'est une question intemporelle qui touche à la nature même du pouvoir et à la morale en politique. Pour un chef d'État, est-ce que la fin justifie les moyens ? Jusqu'où peut-on aller au nom de ce qu'on estime être l'intérêt supérieur de la nation ?